comme l'Iran ne peut pas posséder l'arme nucléaire. Toutes les options sont sur la table pour s'assurer qu'il n'en ait pas une. L'Iran est prête à négocier après l'avertissement de Trump, et il semble que la Russie ne soit pas très contente de cela. Vous voyez, l'Iran a fourni à la Russie beaucoup de drones et de missiles pour mener à bien son invasion insensée de l'Ukraine. Et maintenant, Trump veut que ce flux d'armes s'arrête. Il semble que ce n'était pas une bonne idée pour Poutine de refuser l'accord de cessez-le-feu de Trump. C'est ce que la Russie a fait, mais les choses ne se déroulent pas comme prévu. Tout a débuté avec les bombardiers B-2. Il y a quelques jours à peine, Trump a décidé de déplacer 7 des bombardiers B-2, tous capables de détruire les installations nucléaires souterraines de l'Iran, juste à la porte de l'Iran. Trump disait essentiellement, parfois, il faut rappeler aux gens pourquoi nous avons une dette de 20 trillions de dollars. Parce que l'océan Indien bourdonne, des bombardiers furtifs américains B-2 se trouvent dans la région, ayant atterri sur l'île éloignée de Diego Garcia, dans l'océan Indien. Elle sert de base conjointe pour le Royaume-Uni et les États-Unis, et elle a été un centre d'activité intense ces derniers temps. Les premiers rapports proviennent de suiveurs de vol en source ouverte. Ils ont suivi un mouvement inhabituel impliquant au moins 7 bombardiers B-2. Ces avions ont décollé du Missouri aux États-Unis, de la base aérienne de Whiteman, et ils ont volé sans escale jusqu'à Diego Garcia en Afrique. Et ils n'étaient pas seuls, ces avions. Ils étaient accompagnés de 3 avions cargo C-17 et de 10 avions citernes de ravitaillement en vol. C'est un sérieux mouvement aérien. Les États-Unis ont au total 20 bombardiers B-2, 20 bombardiers. Maintenant, 30% de cette flotte se trouve à Diego Garcia. C'était un mouvement stratégique pour mettre la pression sur l'Iran. Juste quand Trump a pris ses fonctions, il a envoyé une lettre au leader suprême iranien Ali Khamenei. Dans cette lettre, il leur a demandé de trouver un accord sur le nucléaire, sous peine de conséquences. En fait, alors que j'enregistre ceci, les médias iraniens viennent de publier cette lettre, que Trump a envoyée il y a environ 2 mois. Voici un extrait de la lettre. Des sources iraniennes ont publié le texte de la dernière lettre de Trump à Khamenei. Il est temps d'ouvrir une nouvelle page de coopération et de respect mutuel. Une opportunité historique se présente. Les États-Unis, sous ma direction, sont prêts à prendre des mesures importantes en faveur de la paix, de la désescalade et de la levée des sanctions. Si vous rejetez la main tendue et choisissez la voie de l'escalade et le soutien à l'organisation terroriste, je vous avertis d'une réponse décisive et rapide. Nous ne resterons pas les bras croisés face aux menaces de votre régime envers notre peuple ou nos alliés. Nous sommes prêts à négocier, si vous l'êtes aussi. Mais si vous continuez à ignorer les demandes du monde, l'histoire retiendra que vous avez manqué une grande opportunité. Maintenant, nous ne savons pas exactement quand cette lettre a été envoyée, mais nous savons qu'elle a été envoyée parfois après que Trump a pris ses fonctions. Et nous savons qu'il a donné un délai de 2 mois pour que les négociations commencent. Sinon, les États-Unis réagiront rapidement et fortement. Nous ne savons pas exactement quand ce délai de 2 mois est, mais il semble que cette échéance approche, car ce sont les commentaires que Trump fait. Nous en sommes au dernier moment. Nous sommes au dernier moment. Nous ne pouvons pas leur laisser avoir une arme nucléaire. Je pense que j'aurais conclu un accord 1 mois après l'élection truquée de 2020. Ils étaient tous prêts à conclure un accord. C'est une période intéressante dans l'histoire du monde, mais nous avons une situation avec l'Iran et quelque chose va se passer très bientôt. Très bientôt, vous en parlerez, je suppose. Espérons pouvoir conclure un accord de paix. Je ne parle pas par force ou faiblesse. Je préfère simplement un accord de paix à l'autre solution qui résoudra néanmoins le problème. Trump affirme maintenant préférer un accord de paix à l'alternative. Bien que nous ne sachions pas précisément ce qu'il entend par autre, nous pouvons le deviner en observant le type de puissance de feu qu'il positionne dans la mer Rouge. Maintenant, nous avons déjà couvert les 7 bombardiers B-2 que nous avons déplacés vers la base de Diego Garcia dans l'océan Indien. De plus, le groupe de frappe de porte-avions Truman est positionné dans la mer Rouge. Nous avons également le porte-avions Carl Vinson et son groupe de frappe qui se déplace du Pacifique à la mer Rouge. Son arrivée est prévue dans les prochains jours. De plus, nous avons 2 navires de commandement et de contrôle, comme visible à l'écran, 2 destroyers indépendants, 4 commandements de transport maritime militaire, Military Sealift Command, 4 CFT et 2 sous-marins américains, sans compter les bases aériennes déjà présentes au Moyen-Orient. Et les menaces pour nos nations, elles ne dorment pas, elles surveillent chacun de nos mouvements. Iran,
Russie, Chine, Corée du Nord, État islamique en Irak et au Levant Al-Qaïda. Ils pourraient être en train de regarder ceci en ce moment. Notre armée ne doit pas être confondue avec un spectacle de bavardage de nouvelles câblées. Nous ne nous soucions pas de votre apparence, nous ne nous soucions pas de qui vous avez voté, de qui vous vénérez, de ce que vous vénérez, de qui vous aimez. Peu importe si votre père vous a laissé des millions quand il est mort ou s'il savait qui était votre père. Nous avons été affûtés en une machine aux pièces mortelles en mouvement, que vous feriez bien d'éviter si vous savez ce qui est bon pour vous. Nous ne serons pas intimidés. Nous ne reculerons pas. Nous avons vu la guerre. Nous ne voulons pas de guerre. Mais si vous voulez la guerre avec les États-Unis d'Amérique, il y a une chose que je peux vous promettre. Que Dieu m'aide. Quelqu'un d'autre élèvera vos fils et filles. Heureusement, il semble que plus de puissance de feu se déplace vers le Moyen-Orient. L'Iran est prêt à négocier. Nous avons reçu la nouvelle aujourd'hui que l'Iran a répondu à la lettre de Trump, et elle exprime une volonté de dialogue indirect. En fait, c'est ainsi que la lettre est arrivée aux États-Unis. L'Iran a envoyé une réponse par l'intermédiaire de la nation du Moyen-Orient, Oman, au président Trump. Dans sa réponse, l'Iran a indiqué être ouvert à des pourparlers indirects, et a expliqué les raisons de son refus de dialoguer directement avec les États-Unis. Selon le ministre des Affaires étrangères iranien, la politique de l'Iran est de ne pas s'engager dans des négociations directes sous une pression maximale et des menaces militaires. Néanmoins, comme par le passé, les négociations indirectes peuvent se poursuivre. Le ministre des Affaires étrangères ajoute ensuite que dans la lettre, ils ont inclus un compte-rendu détaillé de leur point de vue sur la situation actuelle et une réponse à la lettre de Trump. L'Iran s'est dit prêt à dialoguer avec Trump, mais ne peut oublier ce que ce dernier a fait au pays lors de son précédent mandat. Au cours de son premier mandat, Trump a retiré les États-Unis d'un accord de 2015 entre l'Iran et les puissances mondiales, qui imposait des limites strictes à l'activité nucléaire contestée de Téhéran, en échange d'un allègement des sanctions. Après que Trump se soit retiré en 2018 et ait réimposé des sanctions généralisées, le régime islamique a violé ces limites et les a depuis largement dépassées dans son programme d'enrichissement d'uranium en escalade. Maintenant, la raison pour laquelle Trump a retiré les États-Unis de l'accord nucléaire, c'est parce que l'Iran avait un programme nucléaire clandestin qui se poursuivait alors qu'il déclarait publiquement qu'il ne continuerait pas à enrichir de l'uranium. C'est pourquoi Trump a mis en œuvre la soi-disant campagne de pression maximale pour ramener l'Iran à la table des négociations. Cette campagne était si stricte qu'elle a pratiquement tué l'économie iranienne du jour au lendemain. Les revenus pétroliers de l'Iran sont passés de 70 milliards en 2017 à seulement 4 milliards en 2020. Je peux comprendre que l'Iran n'oubliera pas la campagne de pression maximale, car leur économie est littéralement tombée en récession. Mais n'oublions pas, l'Iran a essayé d'assassiner Trump pendant la campagne électorale qui vient de se passer. En fait, ils ont mis une prime de 3 milliards de dollars sur sa tête. Et la situation est devenue si effrayante que Trump a dû utiliser l'avion de son ami pour assister aux événements de la campagne, tandis que son personnel utilisait l'avion Trump, afin que les Iraniens pensent qu'il voyageait toujours dedans, au cas où ils essaieraient quelque chose. Trump a évoqué ce sujet lors de son entrée en fonction. Examinons cela. Pourquoi dire que vous êtes malheureux de le signer si c'est l'Iran et ses mandataires qui menacent de se venger contre vous et votre équipe en vous tuant ou en éliminant Soleimani? Eh bien, ils ne l'ont pas fait. Et ce serait une terrible chose pour eux de le faire. Non pas à cause de moi, mais s'ils le faisaient, ils seraient anéantis. Ce serait la fin. J'ai laissé des instructions. S'ils le font, ils sont anéantis. Il ne restera rien et ils ne devraient pas pouvoir le faire. Et Biden aurait dû dire cela, mais il ne l'a jamais fait. Je ne sais pas pourquoi, peut-être par manque d'intelligence, mais il ne l'a jamais dit. Si cela arrive à un leader ou proche d'un leader, franchement, si vous aviez d'autres personnes impliquées également, vous appelleriez à l'oblitération totale d'un État qui l'a fait. Cela inclurait l'Iran. Une chose que je voudrais ajouter ici, c'est que c'était pendant la saison électorale, et le président Biden était toujours le président, et il a fait un commentaire à ce sujet. Il a essentiellement dit que si l'Iran essayait de faire quelque chose comme ça, ce serait un acte de guerre. C'était même avant que Trump ne remporte l'élection. Donc, personnellement, je dirais que c'était une déclaration assez forte. Maintenant, c'est juste une des nombreuses raisons pour lesquelles l'Iran doit être libéré du corps des gardiens de la révolution islamique. Parce que c'est vraiment juste le corps des gardiens de la révolution islamique qui tire toutes les ficelles depuis l'Iran. Ils poursuivent les armes nucléaires et financent des groupes terroristes tels que le Hamas, le Hezbollah et les Houthis.
Et ce sont eux qui envoient des milliers et des milliers de drones et de missiles en Russie pour que Poutine puisse continuer son invasion insensée. Nous avons récemment eu le général Ben Hodge sur notre podcast, et nous parlons de ce point précis. Comment l'Iran est l'axe du mal au Moyen-Orient, et il est soutenu par la Russie, et l'Iran soutient la Russie. Si nous pouvons nous occuper de l'un d'eux, l'autre devient beaucoup plus faible. Voici ce clip. Trump a commencé à s'assurer que les Houthis du Yémen ne peuvent pas attaquer les navires commerciaux. Pensez-vous que cela pourrait réussir sans déployer de troupes américaines sur le terrain, vu le déroulement des combats au Moyen-Orient? Oui, je ne sais pas quel plan le commandement central américain a élaboré et je ne devrais pas le savoir comment il prévoirait de faire cela. Vous savez, je ne sais pas comment ils vont faire cela. Nous avons essayé l'approche des frappes de missiles contre des emplacements Houthis connus. Nous avons eu la Grande Marine américaine et la Marine royale ainsi que d'autres alliés dans la mer Rouge essayant de protéger les expéditions lançant des frappes contre les Houthis. Mais je pense que la seule façon d'éliminer vraiment les Houthis en tant que menace, c'est en éliminant l'Iran afin que l'Iran ne puisse pas les soutenir. Et la façon de faire cela, bien sûr, est de vaincre la Russie, car l'Iran n'a pas vraiment d'amis autres que la Russie. Donc si vous battez la Russie, l'Iran est isolé, beaucoup plus faible, et donc moins capable d'aider les Houthis. Je pense donc qu'une approche stratégique qui implique de vaincre d'abord la Russie est la façon de le faire. Vous savez, nous avons de nombreuses années d'expérience dans la lutte contre différentes organisations terroristes au Moyen-Orient et vous ne pouvez pas simplement vous en sortir en tuant. Oui, vous pouvez en tuer beaucoup, mais cela ne résout pas nécessairement le problème. Maintenant, Trump a réellement déplacé son attention sur les drones iraniens qui sont fournis à la Russie, car la Russie les utilise pour tuer des Ukrainiens chaque jour. Et la Russie a récemment utilisé ces drones pour rompre le cessez-le-feu que Poutine lui-même a accepté. Les drones iraniens attaquent et tuent des Ukrainiens tous les jours. Pourquoi ne faites-vous rien à ce sujet ? Eh bien, nous allons voir ce qui se passe à ce sujet. Je reçois des rapports à ce sujet et nous examinons un rapport. Vous avez raison. Ils fabriquent beaucoup de drones. L'Iran fabrique beaucoup de drones. Ils fabriquent aussi des drones très efficaces. Ils sont très efficaces dans certaines choses. Mais l'Iran est très haut sur ma liste de choses à surveiller. Et comme vous le savez probablement, je leur ai envoyé une lettre récemment et j'ai dit, vous allez devoir prendre une décision d'une manière ou d'une autre. Et nous allons soit devoir parler et discuter, soit de très mauvaises choses vont arriver à l'Iran. Et je ne veux pas que cela arrive. Espérons que d'une manière ou d'une autre, nous puissions arrêter ce flux iranien de drones vers la Russie, car la Russie n'a pas vraiment une industrie du drone en elle-même, du moins pas une qui puisse être comparable à l'industrie du drone ukrainienne. Et c'est pourquoi, si nous parvenons à stopper l'approvisionnement iranien en drones, ce sera un énorme plus pour l'Ukraine, car sans drones, on ne peut pas vraiment mener une guerre moderne. Et la Russie est vraiment dépendante de l'Iran en ce qui concerne son approvisionnement en drones. En fait, les Ukrainiens sont tellement en avance sur la Russie en matière d'innovation et de fabrication de drones que même les blogueurs russes se plaignent de cela tout le temps. Ici, j'ai un exemple parfait de cela. Les Russes continuent de se plaindre de la masse critique de drones ukrainiens. Cette fois, c'est dans la région de Belgorod. L'auteur du texte donne l'impression que les Ukrainiens dépassent définitivement leur plan de production d'1 million de drones par an. Maintenant, le message russe n'est pas russe, mais voici la version traduite. Dans la région de Belgorod, on compte des centaines de frappes quotidiennes de drones vol en immersion, ce qui n'est guère surprenant. Les Ukrainiens ont ouvertement dit qu'1 million de drones était l'objectif pour l'année, et il est probable qu'ils l'ont dépassé. Dans la direction de Pokrovsk, il y a quelques milliers de ces frappes. Pendant ce temps, nous avons une pénurie aiguë de FPV, à moins que nous ne parlions de ces quelques élus. C'est une lutte pour même mendier des volumes quelque peu adéquats. La liste et les variétés sont très limitées, imaginez. Je pense qu'elle se trompe quand elle affirme que les Ukrainiens ont déjà fabriqué 1 million de drones, car nous ne sommes qu'en mars. Mais une chose est vraie, les Ukrainiens surpassent toutes les attentes en ce qui concerne leur industrie du drone. Personne ne s'attendait à ce que l'Ukraine excelle si rapidement dans cette guerre, pas même la Russie, un pays avec plus de ressources. Ils ne peuvent pas égaler l'innovation ukrainienne.
En fait, l'innovation ukrainienne est tellement en avance sur les Russes que même les entreprises de drones chinoises s'associent à l'Ukraine pour améliorer leur jeu de drones et ensuite s'associent à la Russie. Cela énerve davantage les blogueurs de guerre russes. Voici un autre rapport à ce sujet. Une propagandiste russe sanglote sur sa chaîne parce que les Chinois ne veulent pas s'associer aux soi-disant gentils Russes pour les drones, préférant plutôt ces entreprises ukrainiennes embêtantes. Voici le message de la chaîne russe. Un de mes amis est allé en Chine négocier avec des usines la fourniture de composants pour la guerre électronique et les drones. Sans succès. Où qu'il aille, il voyait des drapeaux jaunes et bleus et des panneaux proclamant « Gloire à l'Ukraine ». Même si notre président a dit que l'industrie des drones pourrait atteindre 1 billion de roubles, nos adversaires sont toujours devant nous, tant en quantité qu'en variété. Le rythme de développement industriel est très lent. C'est parce que l'armée russe croit inconsciemment que les armes devraient être coûteuses et volumineuses et nécessiter 2 ou 3 heures de configuration fastidieuse pour être déployées. En effet, l'armée russe reste bloquée à l'ère soviétique. Cependant, si j'étais une entreprise de drones ukrainienne, je serais prudent quant au partenariat avec des entreprises chinoises. Même en temps de paix, la Chine a l'habitude de voler des propriétés intellectuelles et de copier ce que font les autres. YouTube vient de faire une annonce stupéfiante. Il paie les créateurs 64 millions de dollars par jour. Pourquoi ? Parce que YouTube manque de créateurs actuellement. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil qui ont moins de 1000 vues, comme celle-ci. Évidemment, cela ne veut pas dire que tout le monde devrait lancer une chaîne. Mais si vous vous êtes déjà demandé si vous devriez commencer une chaîne YouTube ou une chaîne sans visage, c'est le moment parfait. YouTube paie des millions chaque jour aux créateurs, et il favorise maintenant plus que jamais les chaînes plus récentes et plus petites. Mais je suis sûr que vous avez de nombreuses questions sur comment commencer et développer une chaîne. Je reçois ces questions par email tout le temps, de certains d'entre vous. C'est pourquoi nous avons décidé de regrouper tous nos conseils YouTube dans un seul bootcamp de formation totalement gratuit. Si vous souhaitez créer votre chaîne YouTube, inscrivez-vous à ce bootcamp en cliquant sur le lien dans la description ou en scannant le Quick Response Code à l'écran. Ce bootcamp est limité à 100 personnes, comme un appel Zoom. Inscrivez-vous rapidement avant qu'il ne soit complet. Maintenant, retour à la vidéo. Qassem Soleimani, général Qassem Soleimani, de l'élite Quds Force d'Iran. Les États-Unis accusent Soleimani d'avoir planifié une attaque à la roquette sur une base militaire irakienne le mois dernier. Et le président Trump a autorisé une frappe de drone sur un haut général iranien que les États-Unis ont qualifié de terroriste. En tant que président, mon devoir suprême est de défendre notre nation. Hier soir, sous mes ordres, a été exécutée une frappe de précision impeccable qui a tué le terroriste numéro 1 dans le monde, Qassem Soleimani. Le monde est un endroit meilleur sans lui. Le problème, c'est que cela a un coût très élevé. L'Iran avait un ordre de tuer ouvert sur le président Trump, déterminé à éliminer le plus haut fonctionnaire américain. Et comme si cela n'était pas assez choquant, en 2020, les législateurs iraniens ont mis une prime de 3 millions sur la tête de Trump. Cette prime est toujours ouverte et active, mettant Donald Trump en danger constant. Lorsque Trump est devenu président, la majorité s'attendait à une vengeance brutale contre l'Iran. Mais au lieu de cela, il semble que Trump ait donné un dernier avertissement, que si l'Iran franchit une ligne rouge et tente de l'assassiner, lui ou tout officiel américain, les États-Unis anéantiront la nation du Moyen-Orient. Et pourquoi dire que vous êtes malheureux de le signer si c'est l'Iran et ses mandataires qui menacent de se venger contre vous et votre équipe en vous tuant ou en éliminant Soleimani? Eh bien, ils ne l'ont pas fait, et ce serait une terrible chose pour eux de le faire. Non pas à cause de moi, mais s'ils faisaient de cela, ils seraient anéantis. Ce serait la fin. J'ai laissé des instructions s'ils le font. Ils sont anéantis. Il ne restera rien et ils ne devraient pas pouvoir le faire. Et Biden aurait dû dire cela, mais il ne l'a jamais fait. Je ne sais pas pourquoi. Manque d'intelligence peut-être. Mais il ne l'a jamais dit. Si cela arrive à un leader ou proche d'un leader, franchement, si vous aviez d'autres personnes impliquées également, vous appelleriez à l'oblitération totale d'un État et cela inclurait l'Iran. Vous avez entendu l'homme. Maintenant, revenons à la vraie question. Pourquoi l'Iran serait-il assez stupide pour essayer d'éliminer un président américain? Un homme est à nouveau à la tête de la nation la plus puissante du monde. Pour bien comprendre, revenons à 2020.
Le général Qassem Soleimani était alors l'une des figures les plus importantes et puissantes de la politique iranienne. En tant que chef de la force Quds, qui est une unité spéciale au sein du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran ou corps des gardiens de la révolution islamique, Soleimani était en charge des opérations de l'Iran à l'extérieur de ses frontières. Cela lui a donné une influence significative sur la politique étrangère et la stratégie militaire de l'Iran. C'était particulièrement vrai en Irak, en Syrie, au Liban et au Yémen, où l'Iran a des liens politiques et militaires profondément ancrés. Soleimani était non seulement un leader militaire, mais aussi un architecte clé de l'implication de l'Iran dans les conflits du Moyen-Orient. Par exemple, en Syrie, il a joué un rôle crucial dans le soutien au régime de Bachar al-Assad. Cela a permis au gouvernement syrien de rester au pouvoir pendant une guerre civile sanglante. Il a également coordonné le soutien de l'Iran au Hezbollah, le groupe militant libanais. De plus, il avait une influence significative en Irak où les milices pro-iraniennes étaient très influentes. L'influence de Soleimani s'étendait jusqu'au Yémen où il soutenait présumément les rebelles Houthis contre une coalition menée par l'Arabie saoudite. En résumé, Soleimani était central dans les efforts de l'Iran pour étendre son influence et soutenir ses alliés au Moyen-Orient. Avec le pouvoir détenu par Soleimani, il était inévitable qu'il devienne une cible privilégiée pour les États-Unis. Son influence le rendait dangereux, mais son rôle dans les attaques contre les Américains et son soutien aux milices hostiles ont scellé son sort. Les responsables américains l'ont surveillé pendant des années et ont finalement agi en 2020. Le président Donald Trump a ordonné une frappe de drone qui a tué Soleimani à Bagdad, en Irak. La frappe a été menée le 3 janvier 2020 lorsque Soleimani arrivait à l'aéroport international de Bagdad. Un drone américain a ciblé son convoi, le tuant lui et plusieurs autres. Cela incluait Abu Mahdi al-Mahandas, le chef adjoint des forces de mobilisation populaire de l'Irak. La frappe de drone a été perçue comme un assassinat ciblé. Cela a choqué la communauté internationale car c'était une escalade significative dans le conflit américano-iranien. L'assassinat de Soleimani a divisé l'opinion internationale. Aux États-Unis, un débat a eu lieu sur la légitimité de la frappe et son impact potentiel sur l'instabilité régionale. Trump a défendu l'action. Il a affirmé que Soleimani planifiait des attaques imminentes contre les Américains et que la frappe était nécessaire pour protéger le personnel américain. Il a aussi affirmé que la mort de Soleimani empêcherait de futures attaques contre les États-Unis et ses alliés au Moyen-Orient. Sur la scène internationale, les alliés de l'Iran ont pris la parole. La Russie et la Chine ont condamné l'action américaine, la qualifiant d'assassinat illégal et de violation de la liberté de l'Irak. Les pays européens, inquiets de l'escalade, ont appelé les deux parties à désamorcer la situation et à éviter tout conflit supplémentaire. La frappe de drone a aussi été un sujet de débat important à l'Organisation des Nations Unies. De nombreux pays s'inquiètent des répercussions de cette action sur les relations internationales et la stabilité au Moyen-Orient. Et comme prévu, après la frappe de drone qui a tué Qassem Soleimani, l'Iran était en émoi. Les rues de Téhéran étaient bondées d'endeuillés et les dirigeants iraniens ont lancé de sévères avertissements. À ce moment-là, tout le pays était en suspens, se préparant à ce qui allait suivre. Après tout, Soleimani n'était pas seulement un leader militaire, il était un symbole de la force et de la résilience iranienne, en particulier face aux menaces extérieures. Sa mort a porté un coup significatif à la direction militaire et politique du pays.